Bon, j'étais à Paris à cette époque et j'étais approché par certaines institutions pour aller travailler parce que je venais de sortir de la BDAC il y a quelques années. Et la SELEC a pris le pouvoir à Bangui. Et j'ai observé ce qui se passait. La violence a commencé à s'installer, et une extrême violence, et un climat que nous n'avions jamais connu auparavant. Et donc je me suis dit, oulala, on ne peut pas laisser ce pays comme ça. Les gens qui sont venus, manifestement, ils ne venaient pas pour prendre le pouvoir et le gérer. Et l'impression qu'on avait, c'est qu'ils ont pris le pouvoir trop facilement et puis ils se sont retrouvés avec quelque chose qui était encombrant pour eux et puis ils n'arrivaient pas à maîtriser les hommes qu'ils ont amenés. Et je me suis dit, il faut qu'on s'occupe de ce pays. Avec quelques compatriotes à Paris, on s'est réunis et on a décidé qu'il fallait créer un parti politique. Okay. Et comme il y avait de la violence ici et que je ne pouvais plus rentrer à Bangui à cette époque, on a créé une association politique à Paris, ce qu'ils appellent Association Loi 1901. Nous avons déposé les statuts à la préfecture de police de Paris et nous avons eu l'agrément le 25 juin 2013. Donc vous voyez, la SELEC a pris le pouvoir en mars 2013 et nous, on a eu l'agrément de l'URCA, Association politique en France, en juin 2013. À partir de là, nous avons commencé à mobiliser de plus en plus de monde. Et dans le même temps, j'ai demandé à un compatriote ici à Bangui de rassembler d'autres et de commencer à parler de cette initiative. Il l'a fait, il a même très bien fait, il me rendait compte. Et quand j'ai décidé de rentrer pour finaliser la création du parti, j'ai trouvé un parti déjà presque massivement comblé. C'est-à-dire qu'il y avait déjà plus de 100 à 200 personnes qui attendaient l'ouverture du premier congrès de ce parti. Et c'est comme ça que nous avons organisé le congrès du parti le 25 novembre 2013. Nous avons eu l'agrément en janvier 2014. Alors, donc, ça a été guidé par le désir de réparer tout ce qui était en train d'être détruit. Vous n'auriez pas pu le faire autrement qu'en créant un parti politique? Non, parce que pour faire de la politique, il n'y a pas 36 manières. Soit on rentre dans un autre parti politique, et je ne voyais pas dans quel parti politique j'allais rentrer. Donc j'ai décidé, pour la première fois de ma vie, de faire de la politique. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en termes de bilan, 10 ans après? Mais je pense que pour un parti qui a déposé ses statuts en novembre, qui a été agréé en janvier 2014, qui a présenté des candidats en décembre 2015, c'est-à-dire pratiquement 2 ans plus tard, nous avons eu des résultats qui sont assez respectables, puisque tout le monde se souvient du premier tour de l'élection en 2016, j'étais sorti premier sur 30, et tout le monde se souvient de la manipulation des résultats au second tour. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais tout de suite, nous nous sommes imposés comme un parti sur lequel les Centrafricains pouvaient compter. Ok, vous avez parlé de 2016 avec les manipulations et tout, c'est vrai que vous ne voulez pas revenir dessus, mais je vais quand même vous poser une question. Est-ce que de manière interne dans votre parti, est-ce qu'il n'y aura pas aussi quelques éléments qui ont pu contribuer à votre échec de 2016? Oui, vous savez que quand on a fait campagne en 2016, personne ne croyait en nous. D'ailleurs, j'entendais beaucoup de Centrafricains dire, lui là, quand tu le salues, il se lave les mains après, c'est que les golfeurs qui vont voter pour lui, il est méprisant, il est arrogant, il y avait tous les qualificatifs. Mais moi, je mettais en place les organes de l'URCA dans le pays et nous avions maillé le territoire. Donc quand la campagne a commencé, j'avais une très grande longueur d'avance sur la plupart des candidats, parce que l'URCA était partout dans le pays. Et sans aucun moyen, parce que quand je dis que personne ne croyait en moi, ce n'est pas seulement au niveau national, hein.
Même au niveau international, les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire en politique, lui? Il n'est que technocrate. Donc, même demander de l'argent aux amis et en recevoir, c'était compliqué. Ils ne voulaient pas jeter leur argent par la fenêtre. Et donc, premier tour, nous n'avions pas d'argent. Et quand les amis ont vu le résultat, les amis et des personnalités politiques en Afrique, eh bien, l'argent a plu pratiquement sur nous. Nous avons eu plus qu'il n'en fallait pour organiser le second tour. C'est ça qui nous a fait tomber. En fait, quand j'ai reconnu la victoire du président Touadéra, c'est à cause de deux choses. La première, c'est la question que vous venez de me poser. C'est-à-dire, les militants ont eu tellement d'argent qu'au lieu d'aller surveiller nos résultats, ils sont partis faire la fête. Et donc, je ne pouvais pas disposer de mes procès-verbaux pour justifier un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Donc ça, c'était notre faute complètement. La seconde chose, c'est que des chefs de groupe armé m'ont appelé la veille de la proclamation des résultats pour me dire qu'ils n'acceptaient pas ce qui se passait et qu'eux, ils allaient sortir le lendemain pour, comme on dit vulgairement, tout foutre en l'air. Donc, tout foutre en l'air comment? Ils disent, mais c'est votre pouvoir, ils sont en train de vous le prendre, on ne va pas laisser faire. Donc, moi, comme je ne les connais pas, que je ne voulais pas devoir ma victoire à des gens qui prennent des armes et qui vont tuer, qui vont... Donc, j'ai réuni mes alliés, on a décidé de reconnaître cette victoire pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors, des gens ont poussé le président Touadéra à venir me voir, ici, chez moi. Poussé, parce que ce n'était pas sa volonté. Ça a pris 2 semaines pour qu'il se décide à venir. Et il m'a demandé de ne pas faire de l'opposition. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit non, bon, si on pouvait se mettre ensemble pendant quelques mois. Je lui ai dit, ok, mais vous avez beaucoup d'alliés, moi j'en ai pas beaucoup. Demandez à vos alliés, je demanderai aux miens. Si tout le monde est d'accord, on va faire... c'est moi qui ai sorti le terme d'union sacrée. Il dit oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et après, on me parle de gouvernement. Je dis non, président, mettons ensemble sur papier. Pourquoi on se met ensemble? Pourquoi on veut travailler ensemble? Expliquons aux Centrafricains les buts que nous recherchons et après les nominations viendront. Ça n'a jamais vu le jour. Okay. Donc l'union sacrée n'a jamais existé. Mais alors c'était parti pour que ça puisse exister? Non, c'est une idée de dire, c'était un désir de me paralyser. Mais comme j'ai clarifié les démarches, ça ne l'intéressait plus. Donc il a laissé tomber. Ok, en parlant de la visite du président Touadéra 2 semaines après, vous regardez cette photo et vous me dites qu'est-ce que ça vous inspire en fait? Ben, j'étais dans la logique de la décision que j'avais prise, mes alliés et moi, d'accepter sa victoire. Okay. Donc nous l'avons reçu avec beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, dans l'union, ce qu'il a appelé l'union sacrée, il m'a demandé ce que je voulais prendre. Je lui ai dit rien. Je suis député, ça me suffit. Pourvu que le pays marche. C'est lui qui a suggéré que je prenne l'Assemblée nationale. Mais vous avez vu qu'en ayant suggéré ça, parce que moi, je n'avais pas envie d'être président de l'Assemblée nationale. Il m'a proposé ça et derrière, il a envoyé des gens demander aux députés de voter pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, l'union sacrée. D'accord. Donc vous n'avez pas pensé à devenir président de l'Assemblée nationale. Mais quand il vous l'a proposé, est-ce que vous avez accepté quand même? La chose que je lui ai dite, parce qu'il n'était pas seul, il était avec son directeur de cabinet. Et je lui ai dit, vous savez, président, je suis un ancien banquier et les banquiers sont des gens actifs. L'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, c'est un poste passif. Pendant des journées, vous passez la parole aux gens et tout ça, ça va être un peu barbant pour moi. Il dit non, l'union sacrée, c'est vous et moi et nos alliés. Donc ce serait normal que vous puissiez être en première ligne. Donc j'ai dit, bon, je vais demander à mes alliés et à mon parti. J'ai demandé à mes alliés, beaucoup étaient députés, ils ont été enthousiastes. J'ai demandé à mon parti, ils se sont dit, bon, mais 5 ans c'est long, on pourrait peut-être avoir des petits postes de conseiller à l'Assemblée nationale, puis bon, il y aura un peu d'argent pour faire fonctionner le parti. C'est comme ça que j'ai été demandé à le revoir pour donner une réponse positive. Et après? Et après, il nous a fait venir tous les 3
Martin Ziguélé, Karim Mekassoua et moi dans son bureau pour dire voilà, tous les trois, vous voulez être président de l'Assemblée nationale. Ziguélé et Mekassoua, vous étiez mes alliés avant. Nous sommes allés vers Dolo-Guélé, il nous a rejoints. Et les autres lui disent ah bon? Ah, il nous a rejoints. Donc, ce que je lui demandais là, d'aller consulter ses alliés, il ne l'a jamais fait. D'accord. Ils ont découvert dans son bureau qu'il y avait quelque chose en gestation. Donc, il dit je ne soutiendrai personne. Aller en compétition, que le meilleur gagne. Et comment vous étiez senti à ce moment-là? Ben, mon sentiment est que les autres ne pouvaient pas me battre avec... j'avais une espèce d'état de grâce lié à l'élection présidentielle. Donc par rapport à ça, j'étais assez sûr de moi. Mais vous avez vu que la veille de l'élection, Dingwandjika, il a envoyé des gens voir les députés pour les orienter vers un candidat. Donc bon, je me suis fait flouer, voilà. D'accord. Et 6 mois plus tard, vous avez déclaré, je cite, « À partir d'aujourd'hui, je commence mon travail de l'opposition ». C'est par rapport à tout ce qui s'est passé. Non, j'ai déclaré ça en ayant observé pendant un certain temps, parce que on ne peut pas vouloir laisser quelqu'un gouverner et puis très vite le gêner. Donc j'ai dit je vais le laisser avancer, je vais voir ses méthodes, et puis vous avez vu que je l'ai même accompagné à Bruxelles pour la table ronde des bailleurs de fonds. Ma présence a été importante parce que voir quelqu'un débarquer avec son opposant principal, ça a influencé les bailleurs de fonds. Et puis moi, je suis un financier et beaucoup me connaissaient. Donc j'ai vu qu'on allait dans le mur et que j'allais me noyer avec cet attelage qui n'existait pas vraiment. C'est-à-dire, si au moins il y avait cette union, mais il n'y avait pas. Donc me taire et laisser les choses aller dans ce sens, je trouvais que c'était dangereux. Donc j'ai consulté mon parti, on a décidé de rester dans l'opposition. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que le fait pour vous de rester dans l'opposition a changé quelque chose à la situation du pays? Dans ce sens où tous ceux qui sont allés dans la majorité ont été très déçus. Donc nous avons évité cette déception dès le départ. Vous avez vu que tous les autres qui l'ont soutenu au deuxième tour en 2016, qui étaient dans la majorité avec lui, pratiquement aucun n'est resté. Tout le monde est parti. Est-ce que vous pouvez nous parler des élections 2020 et les coulisses de l'accord politique entre le KNK et l'URCA? Alors, moi j'étais président de la CO2 2020, le regroupement de l'opposition, et le président Bozizé est rentré en ce moment-là. Et j'ai constaté que le climat était très tendu entre lui et le président Touadéra et qu'il y avait des risques d'affrontement dans la ville. Comme le KNK était membre de la CO2 2020 et que Bertin Béat venait aux réunions, nous avons demandé à Bertin d'obtenir du président Bozizé qu'il participe à nos réunions. Il a commencé à participer et finalement, il s'est mis à ne faire que de la politique. Et donc, il était assidu à nos réunions. Hein. Et c'est une présidence tournante. Je devais rester 3 mois, je suis resté 6 mois, et puis finalement, j'ai dû aller en France pour des soins médicaux, et il a pris le flambeau. Parce que la condition pour présider ce type de plateforme, c'est qu'il faut avoir un siège. Bon. Et donc lui, il avait un siège, il a pris le flambeau, et c'est lui qui présidait la CO2 2020 quand je suis parti en France. À mon retour, on s'approchait des élections. On s'approchait des élections, et j'ai appris qu'il avait déjà remis à tous les partis membres du CO2 2020 un accord politique pour les élections, mais pas à l'URCA. Il ne nous a pas remis. Donc, je me suis dit, apparemment on ne l'intéresse pas, ou bien, parce que moi je voulais que c'est lui qui me rejoigne. Et puis lui, il savait que je ne pouvais pas le rejoindre. Donc, il a été prudent, il ne m'a pas remis d'accord. Finalement, quand sa candidature n'a pas été validée, tout le monde est allé vers lui, à commencer par le MCU. Le MCU a envoyé, le premier parti qui a envoyé quelqu'un vers lui, c'était le MCU. Ensuite, Mme Samba Panza, ensuite le MLPC, ensuite le RDC, tout le monde est allé vers lui.
Et l'URCA n'a pas bougé. Et c'est lui qui a envoyé une lettre